Les Pyrénées sont souvent vues comme une simple frontière naturelle entre la France et l'Espagne. Mais quand on y entre, on comprend vite que c'est bien plus que ça. Né il y a environ 50 millions d'années du choc entre les plaques tectoniques africaines et européennes, elles sont plus anciennes que les Alpes. Et malgré leur âge, elles conservent une énergie brute, presque indomptée. Ici, les montagnes racontent une histoire vieille de millions d'années, une histoire façonnée par les éléments, mais aussi par les hommes et les femmes qui y vivent, souvent à l'écart du monde moderne. Depuis des siècles, bergers, contrebandiers, montagnards et pèlerins les traversent. On y parle français, espagnol, basque, catalan, occitan. C'est une terre de cultures croisées. Chaque vallée a son caractère, chaque versant son climat, sa lumière, ses voix. C'est un territoire multiple, imprévisible, mais profondément vivant. Et pour ceux qui veulent vraiment les découvrir, il existe un itinéraire bien particulier. Le GR10, un sentier de grande randonnée qui traverse les Pyrénées d'ouest en est, de l'Atlantique à la Méditerranée. 866 km, des milliers de mètres de dénivelé et des semaines de marche pour relier deux mers par les montagnes. Le GR10, c'est plus qu'un sentier, c'est une ligne de crête entre l'effort physique et l'immersion totale dans un monde à part. Et en parlant de ce GR10, je vous emmène tout de suite avec moi, 7 jours, seul dans les Pyrénées. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve là pour une nouvelle vidéo, donc un trek dans les Pyrénées. C'est la première fois que je vais dans les Pyrénées. Et donc là, on part de Cauterets ce matin. On part au total pour 77 bornes et 5000 de dénivelé. Donc, vu que je fais une boucle, c'est en positif et en négatif. J'ai dormi chez Sofiane cette nuit. D'ailleurs, merci à lui et son père de m'avoir hébergé. Là, aujourd'hui, je vais manger au lac de Gob ce midi. Et puis ce soir, je dors au refuge des Oulettes. Donc voilà, c'est y part. Let's go! Ah ouais, tu manges bien la cantine, toi, hein? Ouais, elle est énorme. Mec, ça monte, mais alors tellement. Pauvre, t'es devant un paysage magnifique. Mais tu vois ça. Frère, je vois rien, les mecs. Je vois absolument rien. Ça me saoule. Gros, voilà, le lac de Gob. Et bah, y a rien. C'est pas le début le plus intéressant. Là, on est clairement sur un remake du Vercors. Bon, je peux avouer que là, c'est stylé. Donc là, pour vous expliquer un petit peu, ce matin, je suis parti de Cauterets à 8h et quelques, 8h15 je crois. Après, je suis parti, donc direction le GR. Je suis allé jusqu'à la Rayère. Ensuite, je suis allé donc de la Rayère au Pont d'Espagne. Là, c'était très long. J'ai vraiment galéré parce que ça grimpe de ouf. Je suis arrivé au Pont d'Espagne vers 11h, 11h15, 11h20. Je suis reparti à 11h25, direction le lac de Gob. J'avais objectif d'arriver avant midi. Au final, je suis arrivé à midi et quart, midi 20, un truc comme ça. Et donc là-bas, il y avait du brouillard de fou. Donc là, voilà. Je vais en direction du refuge des Oulettes. C'est chiant, on se voit rien. On devrait voir la vallée, mais là, le seul truc que je vois, c'est le bout de mon nez. Hein. Paumé au milieu de nulle part. Littéralement. En fait, je sais pas quand est-ce que j'arrive. Là, on y est bien. Là, on est pas mal. Petit repas, petite sardine avec des haricots. J'ai pas mangé ce midi, je fais que de grignoter. Donc voilà. Là, j'ai eu un petit mal de crâne. C'est pour ça que on se retrouve aussi tard. Je suis déjà dans ma tente. Mais voilà. Là ça monte.
On a le Vignemale qui est en face. Le Vignemale, et plus précisément sa pique longue, est un sommet emblématique des Pyrénées. Avec ses 3298 mètres d'altitude, il constitue le point culminant des Pyrénées françaises. Le massif se situe en bordure du parc national des Pyrénées, côté français, et de la réserva de la Biosfera Ordesa-Vinamala, côté espagnol. Il est accessible depuis plusieurs vallées, Gavarnie, Cauterets ou encore Torla-Ordesa. Du côté français, l'itinéraire le plus simple suit une partie du GR10, traverse le glacier d'Ossou avant d'atteindre la base de la pique longue, où la fin de l'ascension demande un peu d'escalade. Visible de très loin, y compris depuis la ville de Lourdes, le Vignemale est un sommet mythique, chargé d'histoire. La première ascension officielle est réalisée le 2 août 1792 par des bergers accompagnant Louis-Philippe Reynard Juncker, géodésien chargé de mesurer les sommets pyrénéens et de définir la frontière. Toutefois, il est probable que des bergers locaux connaissent déjà l'accès depuis longtemps. Le 11 février 1869, une page marquante s'écrit avec la première ascension hivernale réalisée par le comte Henri Russell et les guides Hippolyte et Henri Passet. Russell reste ensuite profondément lié au massif. Il y effectue des séjours prolongés, fait creuser 7 grottes entre 1881 et 1893, dont la fameuse grotte du Paradis à 3280 mètres. En 1894, il y célèbre même ses noces d'argent avec le sommet, après sa 25e ascension. Ainsi, le Vignemale n'est pas seulement un sommet majestueux des Pyrénées, c'est aussi un lieu chargé d'exploits, de rivalités et de légendes, qui continue encore aujourd'hui de fasciner les randonneurs et alpinistes du monde entier. Le refuge est juste là. Et moi j'ai dormi dans l'air qu'on voit là-bas. Je monte aujourd'hui, j'ai 14 bornes et 1700 de dénivelé positif. Et 1004 de dénivelé négatif aussi. Donc ça va être une grosse journée. Là on part directement en direction du barrage d'Ossou. Donc on va changer de vallée. Let's go. Bah bienvenue dans les Pyrénées. Ça me casse les couilles, ça fait 1 jour et demi que je marche et je vois absolument rien. Regardez, je sais même pas où je vais. Ah c'est chiant, je vous jure là c'est... Ça me gave. C'est vraiment démoralisant. Là, mais je suis obligé d'avancer, je suis coincé là, j'ai pas de réseau, j'ai rien donc... Faut que je fasse quoi? Voilà où je suis. Bon je vois un peu mieux. Mais là vraiment c'est démoralisant. Si je pouvais m'arrêter et rentrer à Cauterets tout de suite, je le ferais franchement. Là en fait, bon là ça va, j'ai une vue un petit peu plus dégagée. Mais c'est juste, c'est juste horrible en fait. Genre je prends zéro plaisir. J'avance juste parce que... pas ma vie en dépend mais presque. Parce que je vais pas rester là dormir donc... Ça y est les mecs, je suis arrivé en haut enfin. Et là déjà c'est un peu plus dégagé. Et il y a juste là-bas, je sais pas si on voit. Il y a une... Attendez, est-ce que je suis dessus? Il y a une cabane donc je vais aller voir ce que c'est. Mais là déjà je suis arrivé en haut. C'est légèrement plus dégagé. Mais j'en ai chié. Hein. J'espère que le soleil va se pointer parce que là j'en ai vraiment ras le cul. Là. Je descends là-bas. Let's go. La descente a fait tellement mal. C'est aberrant. Là les mecs, ça, je crois que là, ça c'est le Vignemale. Si je me trompe pas, c'est le Vignemale et moi, je descends dans la vallée d'Ossou. Voilà. Il y a Gavarnie par là. Petite marmotte. C'est pas magnifique, sérieux? Observons un peu, non? Enfin, observons pas trop parce que bon, le mauvais temps peut vite arriver. Mamma mia. Par contre, il y a vraiment des moments où c'est de l'escalade. Je jure, c'est aberrant. Frérot, c'est de l'alpinisme ou de la randonnée ce bail. Vous avez la réponse dans 2 minutes. Même pas dans 10 secondes, mais moi j'ai la réponse dans un quart d'heure. Vous voyez à peu près là? Là, il y a le ruisseau. La rivière et tout. Et elle passe là, elle descend là, puis après elle va repartir là. Ce que j'espère, c'est que je vais descendre plutôt que monter là. Voilà. On va voir. À dans une demi-heure. Oh oui. C'est pas magnifique ça? Ça veut dire que je vais descendre. Bon,
Là j'avance bien, il y a des glaciers et tout, j'ai bientôt marché sur de la glace. Mais ce que j'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu à l'image, c'est ça. Et oui, le barrage d'Ossou. C'est là-bas qu'on mange. Let's go. Je pense dans une petite demi-heure j'y suis. Je pense que c'est quasiment que de la descente jusque là-bas, donc let's go. Oh oh. Regardez sur quoi je suis. Là, faut bien faire gaffe. Parce qu'on peut vite glisser malgré le fait que j'ai des crampons. Je sais pas si on voit bien à l'image, mais regardez comment c'est dangereux. Là c'est profond. Hein. Il y a des trous là, pas en train de tomber. Hein. Ouais, moi je me casse. J'ai géré Sofiane. Chez toi c'est une dinguerie. J'arrive pas à tracer. Là j'avance vraiment vite. Mais j'arrive pas à tracer longtemps parce que mec, je suis tout le temps obligé de m'arrêter pour observer la grandeur de ce paysage. Je sais pas si on va à voir, c'est magnifique. Bon là je pense qu'arrivé en bas, là je pense que je vais tracer. Déjà là il y avait un petit bout assez plat. Donc là j'étais quasiment en train de courir dans le footpath descendant. Donc là mais la Théma comment c'est technique. C'est aberrant. Enfin bon, on trace. Là-bas, il y a du riz, du maquereau et des haricots qui m'attendent. Let's go. Et du saucisson là aussi. Ah, j'ai du saucisson. Bon, ça va être la fin du saucisson, mais j'irai en racheter. Ils sont bien là. Elle me fume. Ça y est, je suis arrivé au niveau du barrage d'Ossou. Voilà, j'ai fait le plus dur de la journée. C'est magnifique. Le paysage est magnifique. Et là, je me mange un petit haricot maquereau pardon. À la base, je devais manger du riz, mais je me suis plutôt dit que j'allais réserver pour ce soir. Parce que là, le temps risque de se gâter. Il y a quelques gouttes et tout, donc je me suis dit que c'était plus préférable. Là, t'as intérêt de garder ton calme, sinon on va finir. Moi je vais pas par là, je vais par là. Les espécières, 1h30. Moi je pense que je vais dormir pas sûr, mais je pense que je vais dormir à Gavarnie ce soir. Parce que je me dis si je peux récupérer de la co, c'est tout con mais ça peut vraiment me faire du bien de me regarder ma petite série vraiment comme je veux, d'avoir de l'électricité. Donc voilà, sur ce, là je trace, je prends vraiment un max de plaisir. Parce qu'avec un paysage comme ça, je vois pas comment ne pas prendre de plaisir. Franchement c'est magnifique. Là on y go. C'est pas magnifique ça? Yo. On est bien là. Hein. C'est beau. À la base, je vais dormir là. C'est aberrant comment c'est joli. C'est magnifique. Bon, je vous fais un petit topo. En gros, là, je vais dormir à Gavarnie ce soir. Gavarnie, c'est là-bas, par là-bas, tout en bas de la vallée. Donc là, j'ai encore pas mal de descente à faire. Donc voilà, là, voilà, on est sur le GR. Je sais pas combien de bornes j'aurais fait, je vous dirai ça. En arrivant en bas, là-bas, en bas. On a vu quelques maisons tout à l'heure, donc je pense que j'ai encore 500 de dénivelé négatif, à peu près, un truc comme ça. 3-4 bornes. Donc let's go. Ce soir, j'arrive à Gavarnie. Je vais me mater une série, mais je pense bien me la mater, hein, parce que là. Je suis à bout. Voilà, je suis à bout. Je vous le dis, je suis à bout. J'arrive bientôt, mais je suis à bout.
Bon, pour vous faire un petit topo rapidos, ce midi je mange au JDIT le Soguet. J'ai environ 6 bornes, je crois il y a 400 de D+. Donc bon, ça va taper, mais mon objectif c'est d'arriver là-bas, genre avant 13h30, sachant que faut déjà que je monte là-bas. Je sais pas si on voit les 2 personnes là-bas, mais je me demande si c'est même pas mes 2 potes d'hier. Donc je verrai bien, mais en tout cas, let's go. Bon les mecs, c'est bon, j'ai retrouvé le GR. Là le GR il est là. Et donc le Soguet c'est marqué 1 heure. Le Soguet 1 heure, donc objectif arriver en moins d'1 heure. Voilà. Et refuge de Baïsselance, c'est là où j'étais hier, vous savez, où j'ai fait une petite pause. C'est marqué 4h45 par ici. Je vous le dis, il n'y a pas 4h45. Si tu veux monter là-haut, tu mets plus. Tu mets au moins 5h30 voire 6h. Parce que vraiment, ça monte vraiment dur. Là on y va, je vais essayer de voir si je peux charbonner un peu, mes jambes elles sont un peu flétries, mais si je peux arriver avant dans 1 heure au Soguet c'est bien. Et voilà, j'y suis. C'est là-bas que j'étais tout à l'heure. C'est également là-bas que j'étais hier. J'ai fait tout ça hier. Alors attendez, hop. J'étais là-bas. Et là je suis ici. C'est pas magnifique. Tout à l'heure j'étais là-bas. Et exactement ici je me suis tordu la cheville. Hier j'ai dormi là-bas. Et je me suis fait arnaquer au nougat. Direction le Soguet. Si c'était pour manger, c'est carré. Bon, petit changement de programme. Normalement, le GR devrait passer par là, là, monter ici et passer au niveau, je sais pas si on voit, là-bas. Par là-bas. Sauf qu'au final, moi, j'ai décidé de descendre dans la vallée pour aller dormir dans un camping, pour me reposer un peu parce que mes chevilles sont un peu HS. Et donc, je vais suivre la route. J'ai pas de réseau, donc je sais pas si c'est la bonne route. Mais je suppose que cette route descend à Gèdre. Donc, c'est ce que je fais. Et puis, normalement, donc, c'est-à-dire que tout ce flanc-là de montagne, je le ferai pas. Bon les mecs, on se fait un petit topo. Alors là le topo c'est hier, donc je suis arrivé à Gèdre. Je suis allé donc dormir au camping des Tilleuls toute la nuit, ça s'est bien passé. Et donc là je repars vers Sazos. Donc à la base j'aurais dû dormir ce soir au camping Saint-Bazerque et demain avoir une très grosse étape. Sauf qu'au final je me suis dit que je pouvais aller un peu plus loin pour raccourcir l'étape de demain. Donc là je vais dormir ce soir à Sazos, il y a pas mal de campings dans le coin. Donc je vais voir en fonction de comment je suis, de lequel est le plus proche, etc. Ça, je verrai ça ce soir. Mais ce midi, l'objectif, c'est de manger au pont de Burette. C'est un peu un endroit où je vais pouvoir retrouver le GR. Je vais voir ça. Donc voilà, donc en attendant, qu'est-ce que je fais ? Je descends vers Gèdre, vers le petit bourg de Gèdre, où je vais pouvoir faire quelques courses, prendre deux, trois trucs parce que j'ai plus de protéines pour les repas. Et voilà, là mon sac est un peu plus léger parce que j'ai un peu moins de bouffe, donc c'est plus léger. Je dois avoir 1 ou 2 kilos en moins peut-être, un truc comme ça. Et mine de rien, ça se fait ressentir. Donc bon, moi je descends tout doucement vers Gèdre et puis je vous reprends tout à l'heure. Voilà.
Là c'est magnifique. Je suis un peu paumé mais c'est magnifique. Ce genre de début de montée, je suis pas trop fan. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ça va monter à pic. Regardez, là je suis à un moment critique. Je suis à un moment critique parce que, je sais pas si on voit bien, là il y a un chemin. J'arrive de là. Donc j'arrive ici, il y a deux possibilités. Soit je descends, soit je monte par là. Et il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de petit trait. Le seul trait que j'ai aperçu, c'est celui-là. Je sais pas si vous le voyez. En gros, il est là. Et il faut bien s'approcher pour voir que c'est une ancienne croix. Parce que sinon, t'as vite fait de te barrer par là et après c'est baisé. Faire un bon détour. Donc bon, let's go. C'est quoi ce truc? Il est énorme. C'est pour, je crois que c'est pour l'élec. Là, il y a un truc de EDF à côté derrière moi, donc. Regardez la taille du machin. Dans la montagne et tout là. Waouh. Putain. Ah ouais, ça rigole pas ici, hein. Putain. Centrale des Pragner. On se ferait pas un petit topo sur cette centrale? Au cœur des Hautes-Pyrénées, à quelques kilomètres de Gavarnie, la centrale hydroélectrique de Pragnières est l'une des plus puissantes des Pyrénées françaises. Mise en service en 1954, elle est le fruit de 6 années de travaux titanesques, mobilisant jusqu'à 4000 ouvriers. Reliée à un vaste réseau de barrages et de galeries souterraines, elle reçoit l'eau de plus de 30 km de conduite, captant les torrents de haute montagne. Dans une centrale hydroélectrique de haute chute, l'eau est captée en altitude grâce à des barrages ou des prises d'eau. Elle circule ensuite dans de longues galeries ou conduites jusqu'aux turbines, situées beaucoup plus bas. Sous l'effet de la gravité, la pression de l'eau met en rotation les turbines, qui entraînent des alternateurs produisant de l'électricité. Après avoir traversé les machines, l'eau est restituée à la rivière. Ce système, entièrement alimenté par la force de l'eau, permet de produire une énergie renouvelable, sans émission directe de CO2, tout en s'adaptant à la demande grâce à une mise en marche rapide des équipements. Grâce à une chute d'eau de 917 mètres, cette turbine développe une puissance installée de près de 250 MW, produisant chaque année l'équivalent de la consommation électrique de 200 000 habitants. Pragnières n'est pas qu'une simple prouesse d'ingénierie, c'est aussi un maillon essentiel pour la régulation des débits de la Gave de Pau et de la gestion de la ressource en eau, notamment pour l'irrigation et l'alimentation en aval. Nichée dans un environnement spectaculaire, cette centrale incarne l'alliance entre nature et technologie, énergie et paysage. Plus qu'un ouvrage industriel, Pragnières est un moteur discret mais vital de la vie pyrénéenne. Petit repas du midi, on fait cuire des petits... on voit des petits raviolis. Voilà, bon appétit l'équipe. Et j'ai eu du maquereau aussi avec. Bon, c'est pas très appétissant mais c'est bon. Moi ça avance bien, c'est stylé, mais là ça commence à regrimper et tout. Là ça... c'est dur. Mais sur un petit chemin, je croise très peu de gens. Et je sais pas si on voit, mais tout à l'heure, j'étais là-bas, au pont là-bas. Et là je suis ici. Let's go. Mec, je suis enfin arrivé à la croix de Silla. Donc c'est par là que je suis censé passer pour aller à Sazos. Donc je me dis que ça va pas monter plus haut encore, normalement. Surtout que on voit pas trop de gros trucs au-dessus. Donc je me dis que techniquement, je suis déjà bien assez haut. On voit les voitures de loin déjà. Le zoom x10 il est pas mal, hein. Je crois que je peux même aller plus loin. x20. Ah ouais. Je pense que je vais repartir direction Sazos. Je viens d'arriver devant un truc qui parle de la légende du Becket, du bécu. Je vous en parle tout de suite. On raconte qu'autrefois, dans une vallée isolée, vivait le Becket. On le décrivait comme une bête gigantesque, au corps velu d'ours, à la gueule de loup, aux griffes assez longues pour labourer la terre. Ses yeux rougeoyants comme des braises luisaient dans la nuit. Le simple écho de son rugissement faisait fuir les troupeaux et glaçait le sang des bergers. Un soir d'hiver, un jeune pâtre, qu'on disait trop hardi, osa braver l'interdit des anciens. Il suivit les pas monstrueux du Becket, enfoncés dans la neige comme des fosses profondes. La lune éclairait faiblement son chemin. On entendit au loin un cri, puis plus rien. Le lendemain, les villageois retrouvèrent son bâton, brisé en deux, mais jamais son corps. Depuis, nul n'osa plus s'aventurer hors des sentiers lorsque la nuit tombait. Mais derrière le frisson de cette histoire, il y a aussi une vérité culturelle. Le Becket n'est pas qu'un monstre de chair. Il est né de la peur des montagnes, de l'inconnu des forêts profondes. Pour les habitants des Pyrénées, cette légende servait d'avertissement, rappelant aux bergers et aux enfants qu'il ne faut pas défier la nature, ni s'aventurer seul là où l'homme n'est pas le maître. Ainsi, le Becket n'est pas seulement un croque-mitaine, il est le gardien imaginaire des montagnes, une voix rugissante qui impose le respect aux vivants. Et si son nom continue de hanter l'éveillé, c'est peut-être parce que la montagne, elle, n'a rien perdu de sa force et de ses mystères.
Je suis à côté de cette légende, je viens de la lire et je continue mon chemin vers Luz Saint-Sauveur pour aller faire quelques courses et dormir ce soir. Je sais pas si on voit bien d'ici, mais regardez comment c'est creusé, genre l'eau elle a dû creuser là-dedans. Je vais essayer d'aller m'approcher pour vous montrer pas du tout ce que c'est ça, mais c'est tellement... Je sais pas si on voit bien, mais voilà. J'ai l'impression que là on voit mieux, mais regardez comment c'est creusé en fait. C'est ouf. Juste là c'est Luz Saint-Sauveur, donc voilà, j'y descends. Enfin arrivé au camping, la Grange Bigourdan, c'est là que je dors ce soir, let's go s'installer. Et demain, je vois si je fais le col de Rio ou pas, je vais voir. Je crois que je suis cook, demain je monte là-haut, je crois que c'est la merde là. Enfin, je monte par là ou plutôt, peut-être un peu plus à droite, peut-être plutôt par là, je sais pas. Ça va se mater une série et ça va aller dormir, hein. Bonne nuit l'équipe. Bon les mecs, je suis reparti, on est dimanche matin, et là je voulais juste vous montrer, par ici, il y a le col du Tourmalet. Donc voilà, je pense que vous le connaissez, ce fameux col, le col très connu du Tour de France. Voilà, et je vous en parle maintenant. Niché au cœur des Pyrénées françaises, le col du Tourmalet est bien plus qu'un simple passage montagneux. Avec ses 2115 mètres d'altitude, il est devenu une véritable légende du cyclisme mondial. Un monument où se mêlent souffrance, gloire et histoire. Depuis son apparition dans le Tour de France en 1910, lorsque Octave Lapise, épuisé, lâcha aux organisateurs un fameux « Vous êtes des criminels », le Tourmalet n'a cessé d'imposer son mythe. Avec près de 18 km d'ascension depuis Luz Saint-Sauveur, un dénivelé de plus de 1270 mètres et une pente moyenne de 7,5%, il ne pardonne rien. Chaque lacet, chaque virage est une épreuve, un jugement impitoyable de la montagne. Ici, les plus grands champions ont écrit des pages mémorables. Eddy Merckx, Bernard Thévenet, Thomas Voeckler, Thibaut Pinot, Julien Alaphilippe ou plus récemment, Lenny Martinez sont déjà passés en tête à ce col. Quand on entend col du Tourmalet, tous les passionnés de vélo pensent au duel Contador Andy Schleck en 2010, l'année même où le Tourmalet a été grimpé 2 fois, ou encore la victoire d'étape au sommet de Thibaut Pinot en 2019. En chiffres, il détient un record impressionnant, c'est le col le plus souvent franchi dans l'histoire du Tour de France, avec plus de 80 apparitions au programme, un chiffre qui en dit long sur son importance. Le Tourmalet n'est pas seulement une montagne, c'est un symbole, un juge implacable qui, depuis plus d'un siècle, sacre les plus grands et brise les rêves des autres. Là-haut, au sommet, une statue veille, celle du géant du Tourmalet, rappelant à tous que le cyclisme sur route, ici, touche à la légende. Bon les mecs, je suis reparti, on est dimanche matin, et là je voulais juste vous montrer, par ici, il y a le col du Tourmalet. Bon, je vous raconte. Hier encore, j'étais au col du Tourmalet, et aujourd'hui, je me retrouve dans une brume épaisse. 24 heures seulement séparent ces deux images. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Dimanche matin, j'étais à Luz Saint-Sauveur. Mon idée, c'était de monter au col de Rio, mais en levant les yeux, je me rends compte qu'il est totalement plongé dans les nuages. Impossible de voir la montagne. Alors, je change mes plans, direction Pierrefitte. Il est 9h30 quand je pars à pied. Je passe devant le Tourmalet, puis je m'installe à un croisement, en espérant qu'une voiture s'arrête. Et ça marche. 2 randonneurs me prennent, et à midi, j'arrive à Pierrefitte. Sauf qu'il n'est que midi, et je n'ai rien de prévu pour le reste de la journée. Du coup, je continue ma route, direction Argelès, à 6 km de là. La marche est longue, droite et monotone, une voie verte sans grand charme, et finalement, j'arrive vers 13h30. Je trouve une petite table dans un camping, et je m'installe pour manger. À ce moment-là, je réalise que je suis à seulement 3 ou 4 km de chez Sofiane. Je lui envoie un message, et coup de bol, il revient justement d'un bivouac en montagne. Quelques minutes plus tard, il passe me chercher. La fin d'après-midi, je la passe chez lui, à prendre une douche, discuter, mais surtout, à regarder la dernière étape du Tour de France. Vous vous souvenez, ce moment incroyable où Van Aert coiffe Pogacar dans le dernier tour. Et voilà, le lendemain matin, je me retrouve ici, dans ce décor brumeux. Pendant tout le trajet, je n'avais pas trop le moral, donc je n'ai rien filmé. Mais maintenant, vous savez comment je suis arrivé ici. Bah ouais, comme d'habitude j'ai envie de dire. Est-ce que ça change d'habitude même? Je suis censé avoir une belle vue sur la vallée. Encore une fois, je vois que le bout de mon nez. Yo l'équipe, bon je vous explique en gros la journée d'aujourd'hui. J'ai décidé de monter le mont de Gèze. Donc là je suis au mont de Gèze, je vous montre des petites images. Là derrière moi normalement, je suis censé avoir une vue sur la vallée. Donc à savoir ici,
Sauf que au final, je vois un peu les villages en dessous. Et donc aujourd'hui, je suis monté au mont de Gèze. Et ce soir, normalement, s'il fait pas trop moche, s'il fait encore un temps comme ça m'étonnerait que on ait la motivation de monter. Mais on devrait aller normalement aux crêtes qu'il y a au-dessus de chez Sofiane. Donc on devrait monter là-bas et après voir un coucher de soleil et tout. Ça devrait être grave stylé. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. Et sinon, du coup, ce soir, je redors chez Sofiane. D'ailleurs, un gros big up à lui et son père de m'héberger, c'est vraiment incroyable. Surtout qu'ils habitent vraiment dans un endroit de ouf. Vraiment de ouf. Et voilà. Je vais attendre un peu pour voir si ça se découvre un peu parce que là, on peut voir que ça se dégage un peu. C'est léger. Mais ça se dégage un peu. Et puis je vais tranquillement redescendre. Je pense que je vais redescendre au courant. Nous, on se dit, tout à l'heure. Et puis voilà. Ouais, ciao. Bon, comme vous pouvez le voir, ça se dégage un peu. En tout cas, on voit bien la vallée là. C'est cool. En tout cas, moi, je la vois bien de mes yeux. Je sais pas si la caméra en voit. Et il y a là, juste ici. Alors, je sais pas ce que c'est comme oiseau. Je vais essayer de regarder si je peux faire un zoom dessus. Et j'essaierai de vous en parler. Je vais vous en parler dès maintenant. Ça, c'est un Milan Royal, un rapace européen de la famille des Astipitridae, reconnaissable à sa silhouette élancée, ses longues ailes et surtout sa queue en V. Le Milan Royal possède un plumage brun-roux sur le dessus et noir en dessous. Sa tête, sa nuque et sa gorge sont blanchâtres striés de sombre. Ses yeux, au contour verdâtre, lui permettent d'avoir une vue jusqu'à 8 fois supérieure à celle de l'homme. À l'âge adulte, le Milan Royal peut atteindre les 1,95 m d'envergure et peut peser jusqu'à 1,2 kg pour les mâles et 1,6 kg pour les femelles. Pour se nourrir, ce n'est pas un grand prédateur. Il s'alimente généralement de cadavres et de petits animaux. Le Milan Royal se reproduit une fois par an et en général, une femelle pond entre 1 et 4 œufs. Elle les couve ensuite pendant 31 ou 32 jours et les petits s'envolent 50 à 60 jours plus tard. Les Milans royaux atteignent la majorité sexuelle à partir de 2 ans, mais généralement plus tard, aux alentours de 7 ans. Car oui, un Milan royal peut vivre longtemps. En moyenne, sa longévité peut atteindre les 26 ans. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur l'oiseau que j'avais en face de moi. Et là voilà, j'ai une super vue sur la vallée, donc j'ai bien fait d'attendre un peu. Et ça se dégage, donc c'est vraiment magnifique pour le coup. Regardez qui je vois sur la route de la descente. Des petits chevaux. Et c'est bizarre, tu vois. T'as pas l'habitude de voir des chevaux comme ça, dehors, dans la nature et tout. C'est trop bien en vrai. Là on monte ici, c'est hard. Y'a pas de chemin là. Et on monte là-haut sur les crêtes. Let's go. Je vais prendre du retard là. Oh le zoom x10 il est pas mal. Oh, il doit y avoir le troupeau en bas. Hein. C'est stylé, il y a le soleil et tout. Là on verra bien tout. Let's go. Elle est repose en paix. Encore un peu de grimpette. Allez jusque là-haut, je pense. On va faire des petits plans là-bas. Lui par contre, ce n'est pas un Milan royal, c'est un vautour, un oiseau nécrophage se nourrissant presque exclusivement de cadavres. En effet, les vautours sont connus pour être des spécialistes de l'élimination d'animaux morts. Par ce biais, ils limitent la propagation de maladies et fournissent un service écosystémique très important. Mais chaque vautour n'a pas le même rôle au sein de l'élimination d'un cadavre. En Europe, il en existe majoritairement 4 types. Les vautours fauves, qui entament les cadavres par les orifices naturels et se nourrissent des tissus mous, muscles, viscères, foie, poumons. Ensuite, les vautours moines arrivent, pour nettoyer les tissus plus coriaces. Cartilage, peau, tendons. Enfin, les percnoptères profitent des restes et les gyapètes barbus, eux, sont spécialisés dans la consommation d'os. Ils sont notamment connus pour jeter les gros os sur des pierres pour les briser. Ouais, là on descend là. Ici, tout droit. Tout droit, ouais. Allez, go.
Encore et toujours, on fait un tout droit ici. Si on voit comment c'est pentu. Ok. Est-ce que je peux la voir? Je l'ai pas. Faut qu'on avance doucement. C'est bon, je vois. On voit pas la cam, putain.